Il avait 52 ans et croyait tout savoir de sa vie. Julien Mercier, héritier d'un empire viticole dans la Bourgogne, propriétaire de 300 hectares de vignes, d'un château classé monument historique et d'une fortune estimée à 400 millions d'euros. Un homme respecté, admiré, envié. Mais ce matin de mars, en visitant une maison de retraite à Beaune pour une simple donation caritative, Julien a croisé le regard d'une vieille femme assise près d'une fenêtre. Un regard qui lui a glacé le sang, un regard qu'il reconnaissait sans pouvoir l'expliquer. Cette femme s'appelait Marguerite. Elle avait 83 ans et ne parlait plus depuis des années. Selon les registres, elle n'avait aucune famille. Mais Julien savait. Au plus profond de ses entrailles, il savait. Parce que Marguerite était le prénom de sa mère. Cette mère qu'on lui avait dit morte dans un accident de voiture quand il avait 7 ans. Cette mère dont il n'avait gardé qu'une photo jaunie et quelques souvenirs flous de berceuse chantée dans le noir. Comment était-ce possible? Qui lui avait menti pendant 45 ans? Et surtout, pourquoi? Cette histoire va vous révéler jusqu'où un père peut aller pour protéger son empire. Elle va vous montrer comment une mère peut sacrifier son propre bonheur pour sauver son enfant. Et elle va vous prouver que certains secrets de famille sont des bombes à retardement qui finissent toujours par exploser. Si ces mots trouvent un écho en vous, ce n'est pas un hasard. Nous portons tous des questions sur notre passé, des zones d'ombre que nous n'osons pas explorer. Cette chaîne existe pour éclairer ces recoins obscurs, pour rappeler que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge. Si vous sentez que cette histoire vous appelle, restez avec nous. Chaque récit ici est une invitation à regarder notre propre vie avec des yeux nouveaux. Je m'appelle Julien Mercier et jusqu'à ce matin de mars, je pensais être un homme comblé. J'avais tout ce qu'un homme peut désirer. Une entreprise florissante, un château magnifique, une réputation sans tache dans le monde du vin. À 52 ans, j'étais ce qu'on appelle une réussite. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma vie avait été construite sur une histoire simple, presque banale dans sa tragédie. Mon père, Henri Mercier, m'avait élevé seul après la mort de ma mère dans un accident de voiture. J'avais 7 ans quand c'est arrivé. Je me souviens encore du jour où il m'a annoncé la nouvelle. Il était assis dans son bureau, le visage grave, les mains croisées sur le sous-main en cuir. « Ta mère est partie, mon fils, elle ne reviendra pas. » C'est tout ce qu'il m'avait dit. Pas de détails, pas d'explications, juste ces mots secs comme une sentence. Les années suivantes, mon père avait fait de moi son héritier. Il m'avait appris le vin, les affaires, la dureté du monde. Il m'avait forgé à son image, un homme de pouvoir, de contrôle, incapable de montrer ses faiblesses. Quand il est mort il y a 3 ans d'un cancer foudroyant, j'ai repris les rênes de l'Empire Mercier sans verser une larme. C'est ce qu'il aurait voulu. Ce matin-là, ma secrétaire Hélène m'avait convaincu de participer à une opération de relations publiques. Une visite dans une maison de retraite de Beaune, un gros chèque, quelques photos pour notre communication. Je détestais ce genre de choses, mais Hélène avait insisté. Notre image a besoin d'un peu d'humanité, avait-elle dit. Les gens nous voient comme des aristocrates déconnectés. L'établissement s'appelait Les Tilleuls. C'était un bâtiment ancien, rénové avec goût, perdu dans la campagne bourguignonne. Pas le pire endroit pour finir ses jours, mais pas le meilleur non plus. L'odeur de désinfectant mêlée à celle de la soupe du midi m'avait accueilli dès l'entrée. La directrice, une femme énergique aux cheveux courts et au sourire professionnel, m'avait fait visiter les locaux avec une fierté exagérée. Elle me montrait les chambres, la salle commune, le jardin, tout en débitant des statistiques sur le taux de satisfaction des résidents. Je l'écoutais à peine. Mon esprit était déjà ailleurs, calculant le temps qu'il me restait avant ma prochaine réunion. Et puis, je l'ai vue. Elle était assise près d'une fenêtre qui donnait sur le parc. Une vieille femme aux cheveux blancs, le dos voûté, les mains posées sur ses genoux comme 2 oiseaux fatigués. Elle ne regardait rien en particulier, perdue dans un monde intérieur que personne d'autre ne pouvait voir. Quelque chose m'a arrêté net. Ce n'était pas son apparence. Il y avait des dizaines de vieillards similaires dans cet établissement.
C'était autre chose. Une sensation dans ma poitrine, comme si mon cœur reconnaissait quelque chose que mon cerveau refusait d'admettre. Je me suis approché lentement, ignorant la directrice qui continuait à parler dans le vide. La vieille femme a levé les yeux vers moi et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, ses yeux bleu-gris avec cette petite tache dorée dans l'iris gauche, les mêmes yeux que je voyais chaque matin dans mon miroir. La directrice s'était rapprochée, visiblement inquiète de mon comportement. « Monsieur Mercier, tout va bien? Vous êtes très pâle. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas détacher mon regard de cette femme. Elle me fixait aussi, et dans ses yeux, j'ai cru voir quelque chose s'allumer. Une étincelle de reconnaissance peut-être, ou peut-être que j'imaginais des choses. Comment s'appelle-t-elle? Ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. La directrice a consulté son dossier. Marguerite Duval. Elle est ici depuis très longtemps, plus de 30 ans. Aucune famille connue. Elle ne parle plus depuis des années, malheureusement. Démence sénile, avancée. Marguerite, le prénom de ma mère. J'ai senti mes jambes fléchir. Je me suis accroupi devant elle, ignorant les protocoles, ignorant les regards surpris du personnel. De près, je pouvais voir les détails de son visage. Les rides profondes, la peau fine comme du papier, les cheveux blancs en désordre. Mais sous tout ça, il y avait quelque chose. Une structure osseuse, une forme de mâchoire, un dessin de sourcils que je connaissais intimement. Je les connaissais parce que je les voyais chaque jour sur mon propre visage. « Madame », ai-je murmuré. « Marguerite ». Elle n'a pas réagi au début. Puis, très lentement, sa main tremblante s'est levée et a touché ma joue. Un geste si doux, si maternel, que j'ai failli éclater en sanglots devant tout le monde. Elle a ouvert la bouche. Ses lèvres ont bougé, formant un mot inaudible. J'ai approché mon oreille de sa bouche. « Mon petit », a-t-elle soufflé. « Mon petit garçon ». J'ai reculé comme si elle m'avait brûlé. La directrice s'est précipitée vers moi, m'a attrapé le bras. « Monsieur Mercier, vous devriez vous asseoir. Vous n'avez vraiment pas l'air bien. » Je me suis laissé guider vers un fauteuil dans le couloir. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver une explication rationnelle. Une coïncidence. Une ressemblance fortuite. Une vieille femme confuse qui appelait tout le monde mon petit, mais au fond de moi, je savais. Cette sensation dans ma poitrine, cette certitude viscérale ne pouvait pas mentir. J'ai passé les heures suivantes dans un état second. J'ai signé le chèque, posé pour les photos, serré des mains, mais mon corps agissait en pilote automatique pendant que mon cerveau essayait de digérer l'impossible. Ma mère était morte, mon père me l'avait dit. Il y avait eu un enterrement, une tombe au cimetière de Pommard. J'y déposais des fleurs chaque année à la date anniversaire de sa mort. Et pourtant, de retour dans ma voiture, j'ai appelé mon avocat. « Maître Renaud, j'ai besoin que vous fassiez des recherches sur une femme nommée Marguerite Duval, résidente au Tilleul à Beaune. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur elle. » Il n'a pas posé de questions. C'est pour ça que je le payais aussi cher. En raccrochant, j'ai regardé le bâtiment de la maison de retraite dans mon rétroviseur. Quelque part là-dedans, une vieille femme attendait peut-être que quelqu'un vienne la chercher. Une vieille femme qui m'avait appelé son petit garçon. Si c'était vraiment ma mère, alors mon père m'avait menti pendant 45 ans. Et la question qui me hantait déjà était simple mais terrifiante. Pourquoi? Les jours suivants ont été un enfer. Je ne dormais plus, ne mangeais plus, ne pensais qu'à ça. Maître Renaud travaillait sur le dossier, mais les informations arrivaient au compte-gouttes. Marguerite Duval avait été admise au Tilleul en 1992. Elle avait alors 50 ans et souffrait déjà de troubles cognitifs. Les frais de son séjour avaient été payés pendant des années par un compte anonyme, jusqu'à ce que les paiements cessent en 2005. Depuis, elle était à la charge de l'État. Un compte anonyme. Quelqu'un avait payé pour la garder là-bas, cachée, oubliée. J'ai commencé à fouiller dans les affaires de mon père. Son bureau au château était resté intact depuis sa mort, une sorte de mausolée que je n'avais jamais eu le courage de vider. J'y ai passé des nuits entières, ouvrant chaque tiroir, examinant chaque document. C'est dans un compartiment secret du bureau, celui que mon père croyait être son refuge personnel, que j'ai trouvé la lettre. Une enveloppe jaunie,
adressée à mon père, datée de 1979, l'année de la supposée mort de ma mère. À l'intérieur, une lettre écrite d'une main tremblante. « Henri, je fais ce que tu m'as demandé, je pars. Je ne reviendrai pas. Je te laisse Julien parce que c'est ce que tu veux, parce que tu me menaces de le faire autrement. Je sais ce dont tu es capable. Je préfère qu'il me croie morte plutôt qu'il grandisse en sachant que sa mère l'a abandonnée. Un jour, peut-être, tu lui diras la vérité. Ou peut-être pas. Je ne serai plus là pour voir. Marguerite. » J'ai lu cette lettre 10 fois, 20 fois, 100 fois. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait dans ma poitrine. Ma mère n'était pas morte. Elle était partie, chassée par mon père, et elle m'avait laissé pour me protéger. De quoi mon père était-il capable? Qu'avait-il fait pour que ma mère préfère disparaître plutôt que de se battre? J'ai continué à chercher. Dans les archives familiales, j'ai trouvé d'autres documents. Des rapports médicaux concernant ma mère datant des années avant sa disparition. Dépression postpartum, tentative de suicide, hospitalisation psychiatrique. Ma mère avait été malade, fragile, et mon père avait utilisé cette fragilité contre elle. Il y avait aussi des documents juridiques, une procédure de divorce entamée par ma mère en 1978, puis abandonnée. Des menaces de mon père de la faire interner définitivement si elle ne renonçait pas à la garde de leur fils. Le puzzle commençait à se dessiner et l'image qui apparaissait était monstrueuse. Mon père, cet homme que j'avais admiré toute ma vie, cet homme dont j'avais essayé de suivre l'exemple, était un monstre. Il avait chassé ma mère, l'avait fait disparaître de ma vie et avait entretenu le mensonge pendant des décennies. J'ai pleuré cette nuit-là. Pour la première fois depuis la mort de mon père, j'ai pleuré. Pas de chagrin, mais de rage. Une rage froide et dévastatrice qui consumait tout sur son passage. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'allais découvrir toute la vérité jusqu'au bout. Et j'allais ramener ma mère chez elle, même si c'était 45 ans trop tard. Les semaines suivantes ont été consacrées à l'enquête. J'ai engagé un détective privé, Bernard Lefort, un ancien gendarme reconverti qui avait la réputation de déterrer les secrets les mieux gardés. Pendant qu'il travaillait, je retournais régulièrement au Tilleul. Au début, le personnel était méfiant de mes visites répétées. Mais l'argent ouvre toutes les portes et mes dons généreux à l'établissement ont rapidement dissipé leur réticence. Je passais des heures avec Marguerite. Je lui parlais, lui lisais des livres, lui montrais des photos de mon enfance que j'avais retrouvées dans les archives. La plupart du temps, elle ne réagissait pas. Mais parfois, très rarement, quelque chose s'allumait dans ses yeux. Un après-midi, alors que je lui montrais une photo de notre ancien jardin au château, elle a soudain attrapé mon poignet avec une force surprenante. « Les roses ?» a-t-elle murmuré. « Les roses blanches. » Mon cœur s'est arrêté, les roses blanches. Ma mère adorait les roses blanches. Mon père les avait fait arracher après sa disparition, prétextant qu'elles attiraient trop d'insectes. « Tu te souviens des roses, maman ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Elle m'a regardé et pendant un instant, j'ai vu la femme qu'elle avait été. Pas une vieille dame confuse, mais ma mère. Celle qui me chantait des berceuses, qui me faisait des gâteaux au chocolat, qui me serrait dans ses bras quand j'avais peur du noir. « Mon petit Julien », a-t-elle dit clairement, « tu es venu me chercher. » Puis le voile est retombé et elle s'est perdue à nouveau dans son monde intérieur. Bernard m'a rappelé quelques jours plus tard avec des informations cruciales. « J'ai retrouvé la trace de ta mère après sa disparition », a-t-il expliqué. « Elle n'est pas partie loin. Elle s'est installée à Lyon sous le nom de Marguerite Duval. Elle a travaillé comme femme de ménage pendant des années. Puis, à la fin des années 80, elle a commencé à montrer des signes de démence précoce. Et c'est là qu'elle a été placée au Tilleul. Exactement, mais voilà le plus intéressant. Celui qui a payé pour son placement, le compte anonyme dont je t'ai parlé, je l'ai retracé. J'ai retenu mon souffle. C'était ton père, Julien. Henri Mercier payait pour la garder là-bas. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Mon père savait. Il savait où elle était pendant toutes ces années. Il payait pour la maintenir en vie, mais aussi pour la maintenir cachée. Pourquoi ? Ai-je demandé, plus à moi-même qu'à Bernard. Je ne sais pas encore.
Mais j'ai trouvé autre chose. Ton père lui rendait visite. Pas souvent, peut-être une fois par an. Les registres de l'établissement gardent trace des visiteurs. Henri Mercier est venu voir Marguerite Duval régulièrement jusqu'en 2018, l'année avant sa mort. Mon père avait vécu avec ce secret pendant 40 ans. Il m'avait menti chaque jour, à chaque anniversaire de sa mort, à chaque visite au faux cimetière. Et en même temps, il allait la voir, s'assurait qu'elle était bien traitée, payait pour son confort. Quel genre d'homme fait une chose pareille? Quel genre de monstre chasse sa femme, lui vole son enfant et continue à veiller sur elle dans l'ombre? Il y a des vérités qui nous libèrent et d'autres qui nous emprisonnent davantage. Parfois, découvrir ce que nous cherchions ne nous apporte pas la paix espérée, mais de nouvelles questions encore plus troublantes. Si cette histoire résonne en vous, c'est peut-être parce que vous aussi, vous portez des questions sur ceux qui vous ont élevé. Restez avec nous pour la suite. J'ai décidé d'aller plus loin dans mon enquête. Je voulais comprendre pourquoi mon père avait agi ainsi. Pas pour le pardonner, mais pour donner un sens à ce qui n'en avait aucun. Bernard a retrouvé d'anciens employés du domaine, des gens qui avaient travaillé pour mes parents dans les années 70. La plupart étaient morts ou avaient perdu la mémoire. Mais une femme se souvenait. Odette Blanchard, ancienne gouvernante, maintenant 87 ans, vivant dans une maison de retraite à Dijon. Je suis allé la voir un dimanche après-midi. Elle m'a reconnu immédiatement. « Le petit Julien », a-t-elle dit en me voyant. « Tu ressembles tellement à ta mère ?» Ces mots m'ont serré la gorge. « Parlez-moi d'elle », ai-je demandé. « Parlez-moi de ce qui s'est passé. » Odette a soupiré, comme si elle portait ce fardeau depuis trop longtemps. « Ta mère était une femme merveilleuse », a-t-elle commencé. Douce, généreuse, aimante, mais elle était fragile. Après ta naissance, elle a fait une dépression terrible. À l'époque, on ne savait pas bien traiter ces choses-là. Ton père s'impatientait. Il voulait une épouse parfaite, pas une femme malade. Elle s'est interrompue, cherchant ses mots. Henri était un homme dur. Il ne supportait pas la faiblesse. Quand Marguerite a voulu divorcer, il a menacé de la faire interner définitivement, de lui retirer tout droit sur toi. Il avait des relations, de l'argent, du pouvoir. Elle n'avait rien. Alors elle est partie. Elle a choisi de partir plutôt que de se battre et de risquer de perdre complètement. Elle pensait que c'était mieux pour toi, que tu aurais une vie stable avec ton père plutôt qu'une mère malade et un divorce scandaleux. J'ai fermé les yeux, essayant d'imaginer le choix impossible qu'elle avait dû faire. Mais pourquoi mon père l'a-t-il gardée en vie? Pourquoi payer pour elle pendant toutes ces années s'il voulait qu'elle disparaisse? Odette m'a regardé avec une expression étrange, mélange de pitié et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. Parce que ton père l'aimait, Julien, à sa façon tordue, malade. Mais il l'aimait. Il ne pouvait pas vivre avec elle. Mais il ne supportait pas l'idée qu'elle meure vraiment. Alors, il l'a gardée dans cette prison dorée, ni morte ni vivante, juste assez loin pour ne pas déranger sa vie parfaite, mais assez proche pour qu'il puisse la surveiller. C'était la chose la plus horrible que j'avais entendue. Un amour si possessif, si destructeur, qu'il avait ruiné 3 vies. Elle a essayé de te contacter, tu sais, a ajouté Odette. Au début, quand tu étais encore petit, elle envoyait des lettres, des cadeaux. Ton père interceptait tout. Il lui a fait comprendre que si elle recommençait, il la ferait enfermer pour de bon. Alors elle a arrêté. Elle a arrêté pour te protéger, pour que tu puisses grandir sans être déchiré entre 2 parents en guerre. Je suis resté longtemps silencieux, digérant ces informations. Ma mère avait sacrifié son propre bonheur, sa propre santé mentale, pour me donner une enfance stable. Et mon père avait utilisé son amour pour moi comme une arme contre elle. Avant de partir, Odette m'a dit quelque chose qui m'a hanté pendant des semaines. Ta mère n'a jamais cessé de t'aimer, Julien. Même quand elle a perdu la mémoire, même quand elle ne savait plus qui elle était, elle parlait de son petit garçon. Elle attendait que tu viennes la chercher. J'ai pleuré tout le long du chemin de retour. J'ai pris la décision de sortir ma mère des tilleuls. Je voulais lui offrir les dernières années de sa vie dans un endroit digne, entouré de gens qui l'aimaient, entouré de moi. Les démarches administratives ont été longues,
et complexe. Marguerite Duval n'avait officiellement aucune famille. Il a fallu des tests ADN, des expertises médicales, des audiences devant un juge pour établir notre lien de parenté et me donner la tutelle légale. Pendant ce temps, je préparais son arrivée au château. J'ai fait aménager une aile entière pour elle, avec une chambre lumineuse donnant sur le jardin, une salle de soins, des quartiers pour les infirmières qui s'occuperaient d'elle en permanence. Et j'ai fait replanter les roses blanches. Le jour où j'ai ramené ma mère chez elle, c'était un après-midi d'automne. Les feuilles des vignes étaient rouges et or. Le soleil déclinait doucement sur les collines bourguignonnes. Je l'ai installée dans un fauteuil roulant et l'ai poussée dans l'allée principale du château. Elle ne disait rien, regardant autour d'elle avec cette expression vague qu'elle avait la plupart du temps. Et puis, elle a vu les roses. Son visage s'est transformé. Les années de confusion, de solitude, de souffrance semblaient s'effacer. Elle a tendu la main vers les fleurs blanches, touchant les pétales avec une délicatesse infinie. « Mes roses », a-t-elle murmuré. Elles sont revenues. Je me suis agenouillé devant elle, prenant ses mains dans les miennes. « Oui, maman, elles sont revenues. Et toi aussi. » Elle m'a regardé et pour un instant, j'ai retrouvé ma mère. Pas la vieille femme malade, mais la femme qui m'avait bercé, qui m'avait appris à marcher, qui m'avait aimé plus que sa propre vie. « Pardon », a-t-elle dit, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Pardon de t'avoir laissé. » J'ai secoué la tête, incapable de parler. Je l'ai serrée dans mes bras, cette femme fragile qui avait tout sacrifié pour moi. Les mois suivants ont été les plus beaux et les plus difficiles de ma vie. Ma mère avait de bons jours et de mauvais jours. Parfois elle me reconnaissait. Parfois, elle me prenait pour mon père. Parfois, elle était lucide et nous parlions pendant des heures, rattrapant 45 ans de silence. Parfois, elle se perdait dans des souvenirs confus où passé et présent se mélangeaient. J'ai appris à chérir chaque moment de clarté, à accepter les moments de confusion sans frustration. J'ai appris à être patient, attentif, présent. Toutes ces choses que mon père ne m'avait jamais enseignées. Un soir, alors que nous regardions le soleil se coucher sur les vignes, ma mère m'a pris la main. « Tu es devenu un homme bien, Julien, malgré tout ce que ton père t'a appris. » J'ai souri tristement. « Je ne sais pas si je suis un homme bien, maman. J'ai fait beaucoup d'erreurs. » Elle a secoué la tête. « Les erreurs ne définissent pas qui nous sommes. C'est ce que nous faisons après qui compte. » Ces mots simples contenaient plus de sagesse que tout ce que mon père m'avait jamais dit. La vie au château avait trouvé un nouveau rythme. Je travaillais moins, déléguant la gestion quotidienne de l'entreprise à mes directeurs. Je passais mes matinées avec ma mère, mes après-midi dans les vignes, mes soirées à lire près d'elle pendant qu'elle s'endormait. C'est pendant cette période que j'ai fait une autre découverte. En vidant définitivement le bureau de mon père, j'ai trouvé un coffre-fort caché derrière une bibliothèque. Il m'a fallu des semaines pour en trouver la combinaison, mais quand j'ai finalement réussi à l'ouvrir, ce que j'ai trouvé m'a bouleversé une fois de plus. Des lettres, des dizaines de lettres, toutes de la même écriture, toutes de ma mère. Elle lui avait écrit pendant des années. Des lettres qu'elle envoyait à une boîte postale que mon père avait ouverte spécialement pour ça. Des lettres où elle racontait sa vie, demandait des nouvelles de moi, suppliait parfois qu'on lui permette de me voir. Il y avait aussi des photos. Des photos de moi que mon père lui envoyait. Mon premier jour d'école, mes diplômes, mon mariage, la naissance de mes enfants. Il lui avait tout envoyé, anonymement, sans jamais lui permettre de me contacter directement. C'était une cruauté raffinée. Il lui donnait juste assez pour qu'elle sache que j'allais bien, mais pas assez pour qu'elle puisse faire partie de ma vie. J'ai lu toutes les lettres, une par une. Certaines étaient pleines d'espoir, d'autres de désespoir. Certaines étaient lucides, d'autres déjà marquées par les premiers signes de la maladie qui allait la consumer. La dernière lettre datait de 1995. Elle était courte, presque résignée. « Henri, je ne t'écrirai plus. Je perds la mémoire. Je le sens. Bientôt, je ne me souviendrai plus de toi, ni de Julien, ni de rien. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que l'oubli est une forme de pardon. Prends soin de notre fils.
C'est tout ce que je te demande. Marguerite, j'ai montré ces lettres à ma mère. Je ne savais pas si c'était une bonne idée, mais je voulais qu'elle sache que je les avais trouvées, que je savais maintenant tout ce qu'elle avait enduré. Elle les a regardées longtemps, touchant le papier comme on touche une relique sacrée. Puis elle m'a regardé avec cette clarté qui apparaissait parfois dans ses yeux. « Je t'ai écrit pendant si longtemps, a-t-elle dit. Je ne savais pas s'il te les montrait. »« Non, maman. Il ne me les a jamais montrés. » Elle a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. « Ton père était un homme compliqué, Julien. Je ne l'ai jamais compris, même quand je l'aimais. Je crois qu'il ne se comprenait pas lui-même. Tu lui pardonnes ?» Elle a réfléchi longtemps avant de répondre. « Je ne sais pas si pardonner est le bon mot. Je l'ai haï pendant des années. Puis je l'ai oublié, littéralement. Maintenant, je ne ressens plus rien, ni haine, ni amour. Juste du vide. » C'était peut-être la chose la plus triste qu'elle pouvait dire. 45 ans de souffrance, et au final, rien. Juste le néant. Certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Elles cicatrisent en surface, mais elles restent là, sous la peau, nous rappelant ce que nous avons perdu. Si cette vérité vous touche, c'est peut-être parce que vous aussi, vous portez des cicatrices invisibles. Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se termine. L'hiver est arrivé sur la Bourgogne avec ses premiers gels et ses brumes matinales. Ma mère déclinait doucement, comme les feuilles qui tombèrent des arbres. Les moments de lucidité se faisaient plus rares, les confusions plus fréquentes. J'avais fait venir mes enfants au château. Ils avaient grandi sans connaître leur grand-mère, croyant comme moi qu'elle était morte depuis longtemps. Leur présenter cette vieille femme fragile, leur expliquer les mensonges de leur grand-père n'avait pas été facile. Ma fille Sophie, qui avait 30 ans et travaillait comme avocate à Paris, avait été furieuse. Comment grand-père a-t-il pu faire ça? Comment as-tu pu ne rien savoir pendant si longtemps? Mon fils Thomas, 28 ans, vigneron comme moi, avait été plus mesuré. Il était choqué, bien sûr, mais il comprenait que les choses n'étaient pas toujours simples. Avec le temps, tous deux s'étaient attachés à Marguerite. Sophie venait chaque week-end, apportant des fleurs et des livres. Thomas passait des heures à lui parler de vin, même si elle ne comprenait plus vraiment ce qu'il disait. Ma mère adorait leur présence. Même dans ses moments les plus confus, elle souriait quand ils entrèrent dans sa chambre. Elle les appelait mes petits, parfois mes anges. Elle ne se souvenait pas toujours de leur nom, mais elle savait qu'ils étaient importants. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber sur les vignes, ma mère m'a fait venir à son chevet. Elle était particulièrement lucide ce soir-là, avec cette clarté dans le regard qui m'indiquait qu'elle était vraiment là. « Julien », a-t-elle dit en prenant ma main, « je n'ai plus beaucoup de temps. » J'ai voulu protester, mais elle m'a fait taire d'un geste. « Ne mens pas, je le sens. » Mon corps s'éteint doucement. Et c'est bien ainsi. Elle a serré ma main plus fort. « Je veux te dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Je l'ai écouté en silence, le cœur serré. Je ne regrette pas d'être parti. Je regrette la façon dont c'est arrivé, je regrette de ne pas avoir été plus forte. Mais partir était la bonne décision. Ton père m'aurait détruite si j'étais restée, et il t'aurait utilisée comme arme contre moi. En partant, je t'ai donné une chance d'avoir une vie normale. Mais j'aurais voulu grandir avec toi, ai-je dit, la voix brisée. Je sais, mon chéri, et moi j'aurais voulu être là pour toi. Mais la vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Elle nous donne ce qu'elle peut. Elle a touché ma joue avec sa main tremblante. Tu es devenu un homme merveilleux, Julien. Pas malgré mon absence, mais peut-être grâce à elle. Tu as appris à chercher la vérité, à te battre pour ce qui est juste, à aimer malgré la douleur. C'est tout ce qu'une mère peut espérer pour son enfant. Je pleurais maintenant, sans retenue, comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimée, même quand je croyais que tu étais morte. Elle a souri, ce sourire doux que je commençais à peine à redécouvrir. Je sais, mon petit, je l'ai toujours su. Même quand j'avais oublié tout le reste, je n'ai jamais oublié que tu m'aimais. Ma mère est morte un matin de janvier, paisiblement, dans son sommeil. J'étais à son chevet, tenant sa main comme elle avait tenu la mienne 45 ans plus tôt.
Les funérailles ont eu lieu au château, dans la chapelle privée que ma famille possédait depuis des générations. Pas de grande cérémonie, pas de discours pompeux. Juste mes enfants, quelques proches, et les roses blanches qu'elle aimait tant. Je l'ai fait enterrer dans le jardin près de ces roses. Pas au cimetière, à côté de la fausse tombe que mon père avait fait construire. Elle méritait mieux que de reposer près de l'homme qui lui avait volé sa vie. Les mois qui ont suivi sa mort ont été étranges. Je me suis retrouvé à errer dans le château, cherchant sa présence dans les pièces où elle avait vécu si brièvement. Je parlais aux roses comme si elles pouvaient lui transmettre mes messages. C'est pendant cette période de deuil que j'ai pris une décision importante. J'allais faire quelque chose avec cette histoire, pas pour me venger, pas pour salir la mémoire de mon père, mais pour que d'autres familles ne vivent pas ce que nous avions vécu. J'ai créé une fondation au nom de ma mère, la fondation Marguerite Mercier. Elle finance des programmes de soutien aux personnes atteintes de maladies mentales et à leurs familles. Elle aide les victimes de violences psychologiques au sein des couples. Elle offre une assistance juridique aux parents séparés injustement de leurs enfants. J'ai aussi fait quelque chose de plus personnel. J'ai retrouvé les personnes que ma mère avait croisées pendant ses années d'exil. Les collègues avec qui elle avait travaillé à Lyon, les voisins qui l'avaient connue avant sa maladie, les soignants qui s'étaient occupés d'elle au Tilleul. Chacun m'a raconté une facette de ma mère que je ne connaissais pas. La femme courageuse qui travaillait 2 emplois pour survivre. La voisine généreuse qui gardait les enfants des autres sans jamais accepter d'argent. La patiente douce qui remerciait toujours les infirmières, même quand elle ne savait plus pourquoi. Ces témoignages m'ont permis de reconstituer la vie qu'elle avait vécue loin de moi. Une vie difficile, marquée par la solitude et la maladie, mais aussi par des moments de bonheur simple, de connexion humaine, de dignité préservée malgré tout. J'ai écrit un livre sur notre histoire. Pas pour accuser mon père, pas pour me poser en victime, mais pour témoigner, pour dire que les secrets de famille peuvent détruire des vies entières, pour encourager ceux qui vivent des situations similaires à chercher la vérité, même quand elle fait peur. Le livre a été publié 1 an après la mort de ma mère. Il a touché beaucoup de gens. J'ai reçu des centaines de lettres de personnes qui avaient vécu des histoires similaires, des enfants séparés de leurs parents, des vérités cachées pendant des décennies, des réconciliations tardives mais précieuses. Chaque lettre me rappelait pourquoi j'avais fait tout ça. Pas pour moi, mais pour elle, pour que son sacrifice n'ait pas été vain. 3 ans ont passé depuis la mort de ma mère. Le château est toujours là. Les vignes produisent toujours leur vin, et les roses blanches fleurissent chaque printemps comme une promesse renouvelée. J'ai changé. Je ne suis plus l'homme froid et calculateur que mon père avait façonné. J'ai appris à montrer mes émotions, à dire je t'aime à mes enfants, à demander pardon quand je me trompe. J'ai appris que la force n'est pas dans le contrôle, mais dans la vulnérabilité assumée. Ma relation avec mes enfants s'est transformée. Sophie vient me voir plus souvent, et nos conversations ne tournent plus seulement autour du travail. Thomas et moi travaillons ensemble dans les vignes, et il m'apprend autant que je lui apprends. Nous avons créé quelque chose de nouveau, une complicité que je n'avais jamais connue avec mon propre père. J'ai aussi fait la paix avec le passé. Pas avec mon père, non. Ce qu'il a fait est impardonnable, et je ne cherche pas à l'excuser. Mais j'ai fait la paix avec l'idée que je ne comprendrai jamais vraiment pourquoi il a agi ainsi. Certains mystères restent sans réponse, et il faut l'accepter pour avancer. Ce que je comprends maintenant, c'est que l'amour peut prendre des formes terribles, quand il est mêlé de peur et de possessivité. Mon père aimait ma mère, à sa façon. Mais son amour était une prison, pas une libération. Il voulait la posséder, la contrôler, et quand il n'a pas pu, il a préféré l'effacer de nos vies, plutôt que de la laisser partir librement. Ma mère, elle, a aimé différemment. Son amour pour moi était un sacrifice, pas une possession. Elle a accepté de disparaître pour me protéger, de souffrir en silence pour me donner une chance. C'est le genre d'amour qui ne demande rien en retour, qui donne tout sans garantie. Je pense à elle chaque jour. Quand je me promène dans les vignes, quand je sens l'odeur des roses, quand je regarde le soleil se coucher sur les collines bourguignonnes, elle est partout, maintenant.
pas comme un fantôme, mais comme une présence douce, apaisante. Parfois, je m'assois près de sa tombe et je lui parle. Je lui raconte ma journée, les progrès de la fondation, les nouvelles de mes enfants. Je sais qu'elle ne peut pas m'entendre, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de maintenir ce lien que nous avons mis si longtemps à retrouver. Je lui ai dit quelque chose, l'autre jour, en regardant les roses blanches se balancer dans le vent. « Tu m'as manqué pendant 45 ans, maman, mais tu ne me manqueras plus jamais, parce que maintenant, je te porte en moi. Dans chaque décision que je prends, dans chaque geste de bonté, dans chaque moment où je choisis l'amour plutôt que le contrôle, tu es là, et je sais que c'est vrai. Elle est là. » Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé des questions sur votre propre famille, sur les secrets que vous portez peut-être sans le savoir, alors elle aura accompli son but. Nous avons tous le pouvoir de chercher la vérité, même quand elle est enfouie sous des années de mensonges. Nous avons tous le pouvoir de pardonner, même quand la blessure semble inguérissable. Et nous avons tous le pouvoir d'aimer, vraiment aimer, sans condition, sans possession, sans peur. Cette chaîne existe pour partager ces histoires qui nous rappellent notre humanité commune. Chaque visionnage, chaque partage, chaque commentaire est une façon de dire que ces récits comptent, que la vérité compte, que l'amour compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de cette communauté de cœurs ouverts. Restez avec nous. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez jamais que parfois, les retrouvailles les plus précieuses sont celles qui arrivent quand on a cessé d'espérer.